Adeptes de la grande toile, bonjour! Je vous l'avais annoncé dans un précédent épisode, et le moment est arrivé. Aujourd'hui, on s'envole pour la Terre du Milieu. Mais alors je préfère vous prévenir d'emblée. Il va moins être question dans ce ciné-club de la trilogie du Seigneur des Anneaux que de celle du Hobbit. Quoi, vous êtes déçus? Eh ben, ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque c'est précisément cette différence de réception entre les deux séries de films qui va nous intéresser ici. Comment a-t-on pu passer en 10 ans d'une réaction générale comme ça I'm going on an adventure! à quelque chose qui oscille entre ça et ça? Le Hobbit est-il l'antithèse du Seigneur des Anneaux ou tout simplement une pâle copie? Peter Jackson a-t-il été trop ambitieux ou pas assez? Et est-ce qu'une partie du malentendu ne viendrait pas en fait de nous? Bref, pour résumer l'affaire en quelques mots, c'est quoi le problème avec le Hobbit? What have we done? Quand on décide de se lancer dans un ciné-club sur l'adaptation au cinéma de l'œuvre de Tolkien, eh bien c'est un peu comme s'aventurer dans les mines de la Moria. Une fois qu'on y est dedans, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. On parle là de 6 films qui ont été vus par à peu près tout le monde et diversement appréciés. Le tout a été extrêmement bien documenté, puisque je vous rappelle que les bonus disponibles sur les éditions collector, que je me suis tapé jusqu'au plus petit module, durent quelque chose comme 50 heures. Bref, le terrain à explorer est absolument gigantesque. Et si on ne fait pas gaffe, eh bien on peut très vite se retrouver complètement perdu. Dans ces cas-là, le mieux est encore de se raccrocher à des paroles pleines de sagesse. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Et surtout d'essayer de faire preuve de bon sens. If you doubt the Enoch, always follow your nose. Donc avant de laisser place à l'interprétation pure et dure, on va démarrer avec des éléments de réflexion à peu près vérifiables. Le glorieux graphique que voilà vous montre les recettes au box-office du Hobbit sorti en salle entre 2012 et 2014, et ceux du Seigneur des Anneaux sorti entre 2001 et 2003. Bien évidemment, les résultats sont en dollars ajustés, sinon ce serait pas drôle. On voit bien que l'une des deux trilogies domine largement l'autre, que ce soit à l'échelle de la France, de l'Amérique du Nord ou même du monde entier. Et encore, je ne me suis pas amusé à déduire le surcoût lié à la projection 3D. Autre point intéressant, chaque film de la trilogie Le Seigneur des Anneaux a rapporté nettement plus que son prédécesseur. Le Retour du Roi fait ainsi un bond en avant de quasiment 30% par rapport à la communauté de l'anneau, preuve d'un engouement grandissant du public pour la saga. En revanche, une partie non négligeable des spectateurs d'un voyage inattendu a préféré ne pas rempiler pour les 2 épisodes suivants. Bon, le Hobbit reste globalement une opération très rentable. Mais j'imagine qu'à l'heure du bilan, la déception était le sentiment dominant du côté de la Warner. L'étude de la durée des films est également source d'enseignement. En 2003, Peter Jackson avait pu obtenir de la part de New Line un final cut de 3h20 pour la sortie salle du Retour du Roi, ce qui en fait le blockbuster le plus long depuis que le mot blockbuster existe. 11 ans plus tard, la bataille des 5 armées accuse une bonne heure de moins et s'autorise à laisser en plan certaines sous-intrigues. Faut-il y voir une stratégie du studio pour tenter de limiter l'érosion des recettes, ou le signe que Peter Jackson était cette fois pressé d'en finir? Niveau récompense, la trilogie du Seigneur des Anneaux a récolté pas moins de 17 Oscars sur 30 nominations. It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King. Le Retour du Roi est aux côtés de Ben-Hur et de Titanic, le film le plus récompensé de l'histoire avec 11 statuettes à lui tout seul. Le Hobbit, de son côté, n'a réussi à transformer l'essai sur aucune de ces 7 nominations, toutes purement techniques. Continuons notre bataille des chiffres avec le site Rotten Tomatoes qui centralise les avis des critiques et du public. Au tomatomètre, le Seigneur des Anneaux affiche une excellente moyenne de 93% d'opinions positives, tandis que le Hobbit se contente d'un plus mitigé 73%, ce qui le prive du coup du label fraîcheur certifié. Bref, on dirait bien que la formule magique qui avait ouvert la voie du succès critique et public au Seigneur des Anneaux a nettement moins bien marché sur le Hobbit. Mais là où la comparaison entre les deux trilogies fait le plus mal, c'est quand on se penche sur l'avis toujours plein de nuances des geeks. Si le Seigneur des Anneaux figure dans un bon nombre de panthéons personnels, les 3 films suivants ont plutôt tendance à être copieusement méprisés. Il n'y a qu'à voir sur YouTube le paquet de vidéos où le pauvre Hobbit s'en prend mais plein la tronche. Le mec de la chaîne Just Right s'est ainsi fendu d'un essai en 5 parties pour lister point par point pendant une bonne heure tout ce qui cloche dans la trilogie. Lindsay Ellis, elle, a été tellement dégoûtée par son expérience au cinéma qu'elle se montre incapable de profiter de sa visite du décor de Hobbitburg, devenu depuis quelques années un haut lieu du tourisme en Nouvelle-Zélande. Même notre ami le nerdwriter, enclin d'habitude à parler de choses qui le stimulent, n'a pas pu s'empêcher de dire tout le mal qu'il pense de la désolation de Smaug. What I got was a pile of poop. Tous ces gens ne sont pas des haters qui se contentent juste de déverser leur fiel.
Leurs vidéos se veulent pédagogiques et multiplient les arguments tout à fait recevables. Mais on sent derrière elles une vocation cathartique. Les 3 youtubeurs que je viens de citer sont clairement des amoureux du Seigneur des Anneaux, les films comme les livres, et ils ont été terriblement déçus par le retour de Peter Jackson en Terre du Milieu. I'm a bit of a Tolkien superfan, so it hurts particularly badly when someone takes millions of dollars and makes a hollow spectacle of his work. Franchement, ça ne vous rappelle rien? Une première trilogie adorée de tous, parfois au-delà du raisonnable, une seconde vouée aux gémonies et dont l'action a la particularité de se passer avant. Eh ben oui, encore une fois, on en revient à ce bon vieux Star Wars. Bon, et je le fais pas exprès, hein, promis, j'ai signé aucun deal avec Disney et Lucasfilm. Mais je commence sérieusement à me demander si cette saga ne contient pas la réponse à toutes les questions de l'univers. Personnellement, je suis assez fasciné par les ressemblances qu'on peut trouver entre Peter Jackson et George Lucas, du moins au niveau de leur trajectoire professionnelle. Après la sortie triomphale de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, tous deux sont devenus immensément riches et ont obtenu ce dont rêve tout artiste travaillant dans l'industrie du cinéma. Obsédé par le contrôle, Lucas a pu créer son empire le plus loin possible d'Hollywood. Peter Jackson, lui, s'est vu remettre par Universal le plus gros chèque jamais accordé à un réalisateur pour mettre en scène le projet qu'il fantasme depuis l'enfance. King Kong a été tourné entièrement en Nouvelle-Zélande, soit à plus de 10 000 km de la Californie, au sein des studios Miramar de Wellington que Jackson possède. Un lieu décrit par Guillermo del Toro comme Hollywood tel que Dieu l'a rêvé. Le réalisateur est également à la tête de Weta Digital, la compagnie d'effets spéciaux la plus cotée au monde avec ILM. Et dois-je vraiment vous rappeler qui est le fondateur d'ILM? Au zénith de leur carrière, Jackson et Lucas ont tous deux usé de leur influence pour aider des cinéastes amis qui peinaient à financer leurs projets, ou pour porter à l'écran d'obscurs personnages de BD découverts dans les années 70. Ni l'un ni l'autre n'avaient fondamentalement besoin de revenir à l'univers qui a fait leur gloire. Et pourtant, après plusieurs années, ils l'ont fait en envisageant dans un premier temps de se contenter du rôle de producteur. Au début des années 90, Lucas, toujours pas remis de son expérience sur le premier Star Wars, souhaitait confier la réalisation des épisodes 1, 2 et 3 à quelques copains à lui. He didn't necessarily want to direct them. Yeah. And he told me that he had talked to Zemeckis, he talked to me, he talked to Steven Spielberg. They'd all said the same thing. George, you should just do it. Quant à Peter Jackson, j'imagine que vous savez déjà que le premier cinéaste engagé pour réaliser Le Hobbit n'est autre que notre ami Guillermo del Toro que je citais tout à l'heure. Enfin, Lucas et Jackson se sont tous les deux pris une volée de bois vert à la sortie des films, notamment de la part des fans de la première heure qui se sont retournés contre eux avec une violence à la hauteur de leur sentiment de trahison. Du coup, peut-on dire que la trilogie du Hobbit est au Seigneur des Anneaux ce que la prélogie est à Star Wars? Non. Bon, alors peut-être pas, parce que les reproches adressés aux deux réalisateurs n'ont pas grand-chose à voir. Ben ouais, s'il fallait lister tous les problèmes des épisodes 1, 2 et 3, je crois qu'on en aurait pour 3 ou 4 épisodes. Mais un truc qui n'a vraiment, mais alors vraiment pas plu, c'est le choix de Lucas de rompre avec pas mal de choses qui faisaient l'identité de la première trilogie. Adieu le look futuriste usé et les bonnes vieilles maquettes. Bye bye la lutte intemporelle du bien contre le mal. Place au vaisseau rutilant full CGI, aux acteurs filmés sur fond vert, et à une intrigue politique qui n'était pas sans faire écho à une certaine actualité américaine. A l'inverse, Peter Jackson a surtout été accusé de s'être emparé d'un simple livre pour enfants pour en faire un gros gloubi-boulga de 8 heures qui peine à sortir de l'ombre du Seigneur des Anneaux. Et effectivement, tout dans le Hobbit rappelle la trilogie mère. Non seulement l'univers, mais aussi le tournage des films en back-to-back, les sorties programmées à 1 an d'intervalle pour les fêtes de fin d'année, et les versions longues accompagnées d'une tonne de suppléments rebaptisés appendices en hommage à tonton Tolkien. La pilule serait peut-être un peu mieux passée si Jackson n'avait pas décidé très tardivement de transformer ce qui était à l'origine un diptyque en nouvelle trilogie. Cette annonce inattendue est tombée sur la page du cinéaste le 30 juillet 2012, seulement 4 mois et demi avant la sortie en salle du premier film. Tel More of the Tale, raconter toute l'histoire de Bilbo Baggins, voilà comment Jackson justifie son choix. Bullshit, lui répondent aussitôt les Tolkienophiles qui soupçonnent le réalisateur-producteur d'être motivé par d'autres raisons. Faut-il croire la version officielle ou rejoindre le camp de ceux à qui on la fait pas? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de déterminer dans cet épisode. Ce qui est sûr, c'est qu'en décidant de conclure un voyage inattendu là, et non là comme c'était initialement prévu, Jackson ne fait que renforcer l'impression d'avoir affaire à une redite, voire un bégaiement du Seigneur des Anneaux. Sous sa forme actuelle, le premier film du Hobbit reprend quasiment telle quelle la structure de la communauté de l'anneau. On retrouve le même prologue épique supporté par une voix off, on enchaîne sur le quotidien paisible de la comté perturbé par l'arrivée de Gandalf, un brave petit Hobbit qui n'a rien demandé à personne se voit confier au coin du feu une mission ultra dangereuse,
son périple vers l'Est nous fait visiter les mêmes lieux. Et hop, une petite scène de course-poursuite avant d'arriver à Foncombe. Ensuite, on a le conseil des sages chez Elrond pour décider de ce qui va se passer par la suite. Puis redépart avec des jolis plans d'hélicoptères qui semblent avoir été commandés par l'Office du tourisme de Nouvelle-Zélande. Dans les monts brumeux, les éléments naturels se déchaînent contre le groupe de héros, les forçant à se réfugier sous terre où ils ne tardent pas à se retrouver face à une horde de gobelins déchaînés. En guise de climax, on a le droit à une attaque surprise des orques qui laisse un des membres de la compagnie dans un sale état. Et enfin, la scène finale placée sous le signe de l'espoir avec en arrière-plan le but final de l'expédition. Si les deux films suivants nous épargnent le même effet miroir, ils n'en multiplient pas moins les allusions au Seigneur des Anneaux. What is this horrid creature? A goblin mutant. That's my wee lad, Gimli. Entre les clins d'œil en pagaille, les idées visuelles recyclées quasiment telles quelles, et les acteurs d'origine qui renfilent leurs costumes dans des scènes absentes du livre et censées faire le lien entre les deux trilogies. Leave Sauron to me. Esthétiquement aussi, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Contrairement à George Lucas sur Star Wars, Peter Jackson s'est entouré de la même équipe artistique. Andrew Lesnie à la photographie, Dan Hena au décor, Joe Letteri au VFX, John Howe et Alan Lee au dessin préparatoire, etc., etc. Et tout ce beau monde joue clairement la carte de la continuité. Pour beaucoup, Le Hobbit se contente donc de répéter ce qui a été fait 10 ans plus tôt, avec les mêmes batailles, les mêmes légolasseries, les mêmes choix graphiques, la fraîcheur en moins. Tout ça paraît d'autant plus dommage que le livre de Tolkien s'adresse avant tout aux enfants. Il appelait donc naturellement à un traitement différent, plus léger, plus orienté conte. Peter Jackson serait donc passé à côté d'une belle occasion de proposer une version alternative de la Terre du Milieu et de montrer à quel point il est un artiste plein de ressources. Le plus rageant dans l'histoire, c'est que c'était plus ou moins ce qui était prévu au départ. En 2008, quand le projet d'adaptation du Hobbit commence à se préciser, Jackson fait savoir qu'il va se contenter cette fois de la casquette de scénariste et de producteur. La perspective de replonger dans une aventure filmique qui va l'occuper à plein temps pendant 5 ans ne l'enthousiasme guère, pas plus que l'idée de devoir rivaliser avec lui-même. Pour le remplacer, son choix se fixe sur Guillermo del Toro, un amoureux des monstres et un geek de compétition comme lui, mais aussi un cinéaste doté d'une très forte personnalité. Avec un créateur d'univers de cet acabit aux commandes, il ne fait aucun doute que la Terre du Milieu va subir un sacré ravalement de façade. Écoutez donc ce que confiait Del Toro au site TheOneRing.net en avril 2008, alors qu'il se mettait tout juste à l'ouvrage. Oui, c'est un monde légèrement plus doré que celui du Seigneur des Anneaux, plus innocent. Je vais garder ce qui a été posé, mais le public doit vraiment sentir une progression entre le Hobbit et le Retour du Roi. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il s'agit de la même époque au début de la communauté de l'Anneau. 50 ans dans la comté, ce ne sont pas 50 années humaines. Pensez aux changements que notre monde a connus en seulement 7 ou 8 ans. Ces 50 ans de la Terre du Milieu correspondent donc en réalité à des décennies d'agitation. Del Toro va donc bosser pendant un peu plus de 2 ans sur le projet, à la fois sur le scénario avec le trio Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, et sur les designs avec les illustrateurs John Howe et Alan Lee, sans oublier les équipes de Weta Workshop et Weta Digital. Mais en juin 2010, à la surprise générale, il se retire du projet. La raison officielle, c'est que les films sont bloqués au stade de la pré-production à cause des problèmes financiers de la MGM, détentrice d'une partie des droits. Et Del Toro, artiste boulimique s'il en est, ne peut pas se permettre de passer une année de plus sans retrouver un plateau de tournage. Interrogé le lendemain de l'annonce du départ, Jackson se dit prêt à prendre la relève pour, je cite, protéger l'investissement de la Warner. Noble sacrifice? Ça je vous laisse en juger. Mais comme il est censé à l'époque réaliser la suite de Tintin, le studio dresse une liste de remplaçants potentiels qui comprend, tenez-vous bien, David Yates, responsable des derniers épisodes d'Harry Potter, David Dobkin, le réalisateur de Frères Noël, et cette grosse tâche de Brett Ratner. Ouais, on a quand même vraiment échappé au pire. Je suis persuadé que Jackson, à un moment, a dû souffler à la Warner les noms de ses 2 protégés, Neil Blomkamp et Christian Rivers. Mais c'est vraiment la perspective de son retour derrière la caméra qui va permettre de décanter la situation et de greenlighter le projet pour de bon. Une fois Jackson confirmé au poste de réalisateur, sa première décision va consister à jeter à la poubelle tous les designs de Guillermo del Toro et à réécrire une bonne partie du script tant qu'il y est. Il explique ses motivations dans cette vidéo pour le site IO9 mise en ligne en 2012. I looked at his designs and I felt, well, you know, the only person that can make a Guillermo del Toro movie is Guillermo. It shouldn't be me. I mean, for instance, I've never directed anybody else's script. Every film I've ever made in my life. Dans la vidéo intitulée Battle of the Five Studios, que je vous encourage à voir dans son intégralité, la youtubeuse américaine Lindsay Ellis n'hésite pas à remettre en question cette version de l'histoire. Pour elle, Guillermo del Toro s'est fait gentiment pousser vers la sortie car sa vision ne correspondait pas aux attentes du studio. Et Peter Jackson a reçu comme consigne claire de refaire Le Seigneur des Anneaux. La Warner serait également à l'origine du découpage tardif en 3 volets pour compenser un manque à gagner. En effet, en raison d'un obscur contrat remontant aux années 90,
les tristement célèbres frères Weinstein ont pu réclamer une partie des recettes du premier film. Un montant que le Hollywood Reporter a récemment estimé à 12 millions de dollars. Enfin, le triangle amoureux qui a tant fait hurler les fans aurait été imposé non seulement pour appâter le public féminin, mais aussi pour court-circuiter l'arc narratif de Bilbo et Thorin par crainte que celui-ci soit jugé trop gay par le public. Histoire d'en avoir le cœur net, Lindsay Ellis s'est rendue en Nouvelle-Zélande pour rencontrer l'acteur John Callen, alias le nain Owen, et celui-ci confirme en partie ses intuitions. All I can tell you is that there was a definite feeling within the core cast that Peter was, if you like, he wasn't the final arbiter. Alors je suis le premier à regretter la politique actuelle des studios qui consiste à dégager les réalisateurs comme des malpropres à la première contrariété. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé sur Le Hobbit? Cette image de Peter Jackson, transformé en pur yes man, qui laisse ses films se faire saccager par la Warner et ses putains de focus group, est-ce que ça vous semble correct? Je veux dire, on parle du gars qui a réussi à mener à terme un des projets les plus casse-gueule et monumentaux de l'histoire du cinéma. Ou encore du gars qui n'a pas hésité à traîner New Line en justice quand il s'est rendu compte qu'on l'avait entourloupé de quelques millions de dollars sur les recettes du Seigneur des Anneaux. Et donc ce modèle d'opiniâtreté serait devenu d'un seul coup une espèce de serpillière à la Peyton Reed? Non. Du coup je me demande, n'y aurait-il pas d'autres raisons qui font que Le Hobbit, le film, ressemble un peu plus au Seigneur des Anneaux, les films, qu'au Hobbit, le livre? Et si possible des raisons qui ne relèvent pas de la théorie du complot? Essayons voir. Nous avons vu un peu plus tôt que Le Hobbit avait été un projet particulièrement compliqué à monter, notamment en raison du bordel juridique entourant les droits d'adaptation. Mais la première difficulté concerne le livre lui-même. Le bon sens voudrait qu'après cet énorme pavé qu'est le Seigneur des Anneaux, porter Le Hobbit au cinéma passe pour une promenade de santé. Ben oui, après tout, il s'agit d'un livre pour enfants, facile à lire et dont le récit linéaire se déploie sur moins de 20 chapitres. Et ouais, sauf que pas de bol, en fait c'est tout l'inverse. Dans son aventure, Bilbo est accompagné en permanence de 13 nains que Tolkien caractérise principalement par la couleur de leur capuchon et l'instrument de musique dont ils jouent. Et rien que leur nom... Oin, loin, est un gag pour bien nous montrer qu'il est quasiment impossible de les différencier. Dans le roman, leurs actions sont très souvent précédées d'un très générique « les nains ». Ben oui, sauf que ça à l'écran on peut pas. Il faut rentrer dans le détail et décrire précisément les looks mais aussi les interactions de chacun des personnages, ce qui peut très vite tourner au casse-tête. Dès qu'ils en auront l'occasion, Peter Jackson et ses co-scénaristes n'hésiteront pas à scinder le groupe de nains en deux, histoire de pouvoir souffler un peu. Le livre Le Hobbit possède une structure épisodique. Les rencontres et les péripéties s'enchaînent sans véritable lien entre elles. Well, he fought with the goblins. He battled a troll. He riddled with Gollum. A magic ring he stole. Jusqu'au climax où Tolkien tire toutes les ficelles d'un coup. Gandalf passe son temps à quitter et à retrouver la compagnie en jouant les mystérieux quand on lui demande ce qu'il a fait dans l'intervalle. Le principal méchant de l'histoire, le dragon Smaug, n'occupe qu'une petite place dans le récit et se fait buter par un personnage secondaire. Quant à la fameuse bataille finale, elle reste en grande partie hors champ puisque notre ami Bilbo se fait assommer au beau milieu des hostilités. Repris tel quel sur un grand écran, je pense qu'on tiendrait là une des ellipses les plus frustrantes de l'histoire du cinéma. Bref, pour pouvoir traduire le roman en images, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de le trahir, et cela en faisant à peu près l'inverse du travail d'adaptation habituel, c'est-à-dire ajouter de la matière au lieu d'en ôter. Ainsi, les événements rapportés a posteriori dans le livre ont maintenant lieu sous nos yeux, comme les errances de Gandalf ou la fameuse bataille des 5 armées. L'équipe de scénaristes décide également de développer certains personnages à peine esquissés dans le livre. D'autres, tout juste évoqués le temps d'une phrase, prennent corps comme Radagast le Brun ou l'orque Azog, propulsé grand méchant de la trilogie. Christopher Tolkien a beau clamer partout que Peter Jackson a éviscéré l'œuvre de son père, cette volonté légitime d'étoffer la trame du Hobbit se veut aussi respectueuse que possible du matériau de base. Les ajouts qui ne proviennent pas du Seigneur des Anneaux, de ses appendices ou encore des contes et légendes inachevés se comptent finalement sur les doigts d'une main. Celui qui a le plus exaspéré les puristes est sans conteste l'elfe Tauriel, un personnage créé de toutes pièces et placé au centre d'un triangle amoureux effectivement bien relou. Après, je peux comprendre que l'absence totale de perso féminin dans le livre de Tolkien ait pu poser un problème aux scénaristes, surtout quand les plus impliqués dans le processus d'écriture sont elles-mêmes des femmes. Quant à la place hallucinante prise par le personnage d'Alfrid dans le dernier film, bah là j'avoue que j'ai pas d'explication. J'imagine qu'on peut pas réaliser un film intitulé Bad Taste sans en faire preuve soi-même une fois de temps en temps. Bon, mis à part ce genre de détails malheureux, la logique derrière le travail d'adaptation ne me semble pas particulièrement aberrante. Et elle n'est pas sans rappeler la mise à jour que Tolkien lui-même a fait subir au Hobbit, quand il a été question de lui donner une suite.
Le chapitre 5 du livre, Énigme dans l'obscurité, qui narre la rencontre entre Bilbo et Gollum, a en effet été entièrement réécrit 15 ans après la première publication pour mieux matcher avec le Seigneur des Anneaux. Le vénérable professeur a même été tenté de repasser sur tout le texte, car le ton enfantin lui semblait en décalage complet avec le reste de ses écrits consacrés à la Terre du Milieu. Mais il s'est très vite ravisé sur les sages conseils de son entourage. Quand on y réfléchit, une bonne partie des choix dramaturgiques qui ont fait grincer des dents sur le Hobbit étaient déjà au programme du Seigneur des Anneaux, comme montrer en full frontal des passages ellipsés par Tolkien, ou gonfler des personnages inexistants dans les livres pour augmenter le taux de présence féminine. If you want him, come and claim him. À l'époque, on trouvait déjà un triangle amoureux interespèce qui ne menait pas bien loin, et des intrigues secondaires étaient bouclées à la faveur des versions longues. Par contre, j'ai pas souvenir que ces petits arrangements avec le texte aient suscité les mêmes réactions épidermiques que sur le Hobbit, bien au contraire. Thank you. Globalement, en termes d'écriture, il semblerait donc que ce soit la nature même du livre qui ait poussé les scénaristes à Seigneur des Anneauiser le Hobbit, quitte à passer pour de vilains paresseux qui veulent juste reproduire une formule qui gagne. Pour ce qui est de l'imagerie, j'aurais tendance à y voir une conséquence de la production compliquée des films. Quand Peter Jackson récupère le projet au cours de l'été 2010 suite au départ de Del Toro, il demande aussitôt à la Warner de repousser la sortie du premier film d'une année complète pour lui laisser le même temps de préparation que sur Le Seigneur des Anneaux. Manque de bol, la Major lui oppose un refus catégorique car elle a besoin au plus vite de franchises attractives pour prendre le relais des Harry Potter et autres Dark Knight qui touchent alors à leur fin. La date de sortie d'un voyage inattendu est donc maintenue à Noël 2012 et le premier tour de manivelle prévu pour le mois de février 2011. Jackson et son équipe ont donc à peu près 5 mois pour abattre un travail qui leur en a pris 18 sur la trilogie précédente. Et comme si ça ne suffisait pas, notre ami Peter doit affronter au même moment un appel au boycott lancé par le syndicat des comédiens néo-zélandais qui réclament des droits identiques à leurs collègues anglais et américains. Pour court-circuiter le mouvement et ranger derrière lui l'opinion publique, le cinéaste menace de délocaliser le tournage en Europe. Le gouvernement s'en mêle et épond une loi très controversée dite le Hobbit, qui va surtout faire les affaires de la Warner. Jackson remporte donc la bataille, mais son image de saint patron du cinéma néo-zélandais en sort considérablement ternie. Résultat de tout ce stress, le réalisateur est admis aux urgences de Wellington pour un ulcère hémorragique de l'estomac à 15 jours du tournage et il doit superviser la fin de la pré-production depuis son lit d'hôpital. Pour moi, il ne faut pas forcément chercher plus loin les raisons de la redondance esthétique du Hobbit vis-à-vis du Seigneur des Anneaux. Là où Guillermo del Toro était libre de réinventer visuellement la Terre du Milieu, Jackson et son équipe, confrontés à une deadline ingérable et à des emmerdes en série, n'ont guère eu d'autre choix que de revenir aux fondamentaux. Thought I had to do at that point was to say, okay, you're the guy that made the Lord of the Rings, get back into that zone, get back into that headspace. Si l'on se fie aux innombrables plans de Peter Jackson au bord du burn-out qui parsèment les bonus du Hobbit, le tournage n'a pas été une partie de plaisir et a plus ou moins ressemblé à ça. Le documentaire The Gathering of the Clouds, visible sur l'édition collector du dernier film, donne une bonne idée du gros bordel qu'a été la production. Même si ce n'est pas clairement formulé, on y devine la principale raison qui a poussé Jackson à transformer sur le tard le Hobbit en trilogie. Alors non, pas le pognon, ni l'envie de raconter en détail tous les événements liés à la quête d'Erebor. Encore moins le besoin dramaturgique de conclure chaque film sur un moment clé pour Bilbo. Non, il s'agissait surtout d'un choix pragmatique qui permettait de repousser d'une année entière toutes les problématiques narratives, scénographiques et logistiques liées à la fameuse bataille des 5 armées. Car à l'époque du tournage principal, faute de script finalisé, celle-ci ne ressemblait tout simplement à rien. Simply because I didn't know what the hell I was doing. I mean, there's no magical answer for it, and that's the truth of it. Bien sûr, à partir de là, il a fallu repenser toute la structure du Hobbit et créer ex nihilo un nombre considérable de scènes pour faire en sorte que les films 2 et 3 atteignent la durée épique qu'on attend d'eux. Voilà qui explique ce fichu triangle amoureux qui a pris forme lors des reshoots de 2012 et 2013. Encore là, le scénario était loin d'être bouclé, aux grandes dames des comédiens issus du théâtre qui ne jurent que par le texte. Now then, I've no idea what I'm doing. What am I doing? What do I do or say or... La scène des forges, qui fait office de climax à la désolation de Smaug, a ainsi été en grande partie improvisée à même le plateau, après quoi les équipes de Weta Digital n'ont eu que quelques mois pour tenter d'en tirer quelque chose de spectaculaire et d'à peu près cohérent. So when the Forges sequence was finally turned over, it was kind of late in the game. For a while there, it had just been this ominous title card that said huge action sequence of Smaug chasing dwarves through Erebor. They had to trust me because I was having to show up on set and give the illusion of someone who knew what they were doing, or knew that there was a plan,
But the truth is, I'm a better actor when I'm a director than when I'm doing my cameos. Is the truth of it. Qu'est-ce qui a pu faire croire à Peter Jackson qu'il pourrait s'en sortir avec cette méthode de travail qui consiste à foncer tête baissée au mépris du bon sens? Eh bien parce qu'il était déjà passé par là et que ça lui avait plutôt bien réussi. Certains d'entre vous sont sûrement trop jeunes pour s'en souvenir, mais Le Seigneur des Anneaux est né presque sur un coup de tête, dans la foulée de l'annulation par Universal du remake de King Kong, sur lequel Jackson planchait depuis presque un an. A l'origine, il s'agissait d'un diptyque, comme Le Hobbit, composé de 2 films, La Communauté de l'Anneau et La Guerre de l'Anneau. C'est le big boss de la New Line, Robert Shaye, qui, à la grande surprise de Jackson, a choisi d'en faire une trilogie, forçant du coup le réalisateur et ses scénaristes à revoir leur découpage. Et ben ouais, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Les décisions de dernière minute prises sur Le Hobbit, qui seraient pour certains responsables de son échec artistique, étaient déjà largement au menu du Seigneur des Anneaux. Ainsi, il a longtemps été question qu'Arwen débarque au gouffre de Helm, avant qu'elle ne soit purement et simplement sucrée au montage. Et lors de la bataille de la Porte Noire, c'est contre Sauron lui-même qu'Aragorn devait se battre, avant que les infographistes de Weta n'en fassent qu'un simple troll. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille vivement de jeter un œil au documentaire The End of All Things, qui accompagne la version longue du Retour du Roi. On peut y voir l'état de stress total des différentes équipes engagées dans la post-production du film, face aux changements incessants demandés par Peter Jackson à seulement quelques semaines de la sortie. Everyone is suddenly wanting to know exactly how panicked should we be. Mildly panicked, or should we be suicidal? Résultat des courses, 11 Oscars et plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Comme quoi, la politique du on verra au montage peut parfois donner des choses pas trop dégueulasses. Après Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson va continuer de faire de ses films des work in progress susceptibles d'évoluer jusqu'au dernier moment. Voyez comme la tronche de King Kong a carrément changé d'aspect entre les 2 bandes annonces. Le cinéaste a aussi choisi de remercier le compositeur Howard Shore 2 mois avant la sortie en salle de King Kong, et son remplaçant, James Newton Howard, a hérité de la lourde tâche d'écrire en quelques semaines un score de 3 heures, capable de rivaliser avec celui de Max Steiner pour le film original. C'est sur Le Hobbit que la méthode Jackson a clairement montré ses limites, et j'ai l'impression que lui-même s'en est bien rendu compte. Alors est-ce que tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes si Guillermo del Toro avait eu la chance de faire le film à la place de Peter Jackson? Eh ben j'en suis pas si sûr, parce que malgré d'évidentes affinités, les 2 bonhommes ne travaillent pas du tout de la même manière. Au plus fort de la production du Seigneur des Anneaux, il y avait pas moins de 7 équipes qui tournaient en simultané aux 4 coins de la Nouvelle-Zélande. Des scènes cruciales ont été filmées sans la présence de Peter Jackson, comme celle-là. Celle-là. Ou encore celle-là. Del Toro, lui, s'est toujours passé de seconde équipe et tient à superviser en personne chaque plan, même les plus insignifiants. Maintenant, imaginez que ces différences de méthodologie aient abouti à un clash en plein tournage et au départ précipité de notre ami Guillermo, avec Jackson obligé de reprendre les rênes du bidule. Là, ce n'est pas au Seigneur des Anneaux que le Hobbit aurait un petit peu trop ressemblé, mais carrément à Justice League. Non. Le design de Dragon Smaug, tel que l'envisageait Del Toro, n'a jamais été révélé au public, mais d'après nos sources, il ressemblerait à quelque chose comme ça. Apparemment, la bestiole était très loin de faire l'unanimité chez Weta, et je n'ose même pas concevoir la réaction des fans du Seigneur des Anneaux en découvrant le résultat en salle. Qu'est-ce qu'on parie qu'ils auraient dans leur plus grande majorité crié au scandale et regretté très très fort que Peter Jackson ne soit plus derrière la caméra. La vérité, c'est que quel que soit le réalisateur aux commandes et quelle que soit sa vision, le Hobbit était condamné à décevoir, tout comme Lucas avec la prélogie. L'attachement qu'on porte à Star Wars et au Seigneur des Anneaux depuis l'enfance pour beaucoup d'entre nous n'est pas toujours des plus sains. Il nous fait idéaliser les films d'origine, quitte à tomber parfois dans le déni. History became legend. Legend became myth. Et il les transforme à nos yeux en objets précieux qu'il faudrait protéger contre tous ceux qui voudraient y toucher, fussent-ils les auteurs des films en question. C'est marrant de constater à quel point le destin des créateurs d'univers épouse parfois celui de leurs personnages. À l'époque du premier Star Wars, George Lucas n'était pas très différent du héros de son film, un jeune cinéaste rebelle en lutte contre l'empire d'Hollywood. Avec la prélogie et les éditions spéciales qui ont quelque peu défiguré son œuvre, une nouvelle analogie est née, peut-être plus évidente encore. Avec Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, réalisateur de petits films venus des antipodes, s'est lancé dans une mission qui semblait a priori trop grosse pour lui. I will take the ring to Mordor. Et le résultat a dépassé les espérances de tout le monde. Voilà qui illustre à merveille un des thèmes majeurs de Tolkien.
Franchement, qui n'a pas envie de célébrer ça? Par contre, quand on le voit revenir 10 ans plus tard à cet univers devenu très familier, pour des raisons pas forcément très nobles, I think there's still milk in the Lord of the Rings teats. What I'm inviting you to do today is suck it with me. la métaphore du brave petit hobbit qui se lance à l'aventure ne marche plus, et il nous faut en trouver d'autres. Pour Lindsay Ellis, qui voit Jackson comme une marionnette aux ordres du grand méchant studio, ce sera Saruman le Blanc. Pour d'autres, ce sera le fier prince Thorin, animé au départ des meilleures intentions, mais qui n'a pas su résister au mal du dragon. Je me permets de vous en proposer une dernière. Compte tenu du bordel monstrueux que fut la production, j'ai du mal à voir le Hobbit autrement que comme une série de films malades et un peu schizo sur les bords. Une fois qu'on a surmonté la déception initiale de voir Peter Jackson ne pas rééditer l'exploit du Seigneur des Anneaux, le mieux pour moi est encore d'adopter la philosophie de Bilbo. One day it'll grow. And every time I look at it, I'll remember. Remember everything that happened, the good, the bad. And how lucky I am that I made it home. Le mauvais, je pense qu'on en a suffisamment parlé là. Mais le bon, c'est à peu près tout le reste. C'est le choix de casting juste parfait de Martin Freeman. C'est Smaug. C'est le traîneau de Radagast tiré par des lapins. Ou encore ce moment perturbant où Bilbo zigouille sans scrupule un bébé araignée. Ce sont ces passages où les scénaristes s'appuient intelligemment sur le passif du Seigneur des Anneaux pour décupler les effets comiques ou dramatiques. C'est Jackson qui renoue avec son goût pour la comédie visuelle, les chorégraphies endiablées et l'humour potache, un peu délaissés depuis les années 90. C'est la passion et l'énergie évidente déployées par les départements artistiques pour redonner vie à la Terre du Milieu, jusque dans les moindres détails. He's got a little poo bucket hanging under his chair. I don't know whether people notice that, but it's an important piece of detail. Et bien sûr, il y a le HFR qui était, quoi qu'on pense du résultat, une proposition de cinéma résolument inédite, puisqu'il entendait revenir sur une tradition vieille de 100 ans. Si vous avez vu notre épisode consacré au sujet, vous savez que les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Tous nos espoirs reposent désormais sur James Cameron pour éviter que ce format ne rejoigne la VistaVision ou l'Odorama dans les oubliettes du cinéma. Aujourd'hui, Peter Jackson semble être un homme très occupé. On attend pour la fin de l'année le post-apo Young Adult Mortal Engines, qu'il a produit et scénarisé, et qui pourrait donner lieu à une franchise si le box-office suit. Il travaille aussi sur un documentaire à base d'images d'archives restaurées sur la Première Guerre mondiale, qui sera diffusé en salle et sur la BBC à l'occasion du centenaire de l'armistice. On parle enfin de discussion avec Amazon Studios pour jouer un rôle encore non déterminé dans leur série télé à $1 milliard basée sur l'œuvre de Tolkien. N'empêche que 3 ans et demi après la bataille des 5 armées, le retour de Peter Jackson derrière la caméra se fait toujours attendre. Il a longtemps été question qu'il réalise un épisode de Doctor Who, mais maintenant que le showrunner Steven Moffat, accessoirement premier scénariste engagé sur Tintin, est parti, je doute sérieusement que ça se fasse un jour. I'm the Doctor. Who? Correct. He said you have to sign that right away and I have to take it back. Yes, very good. Thank you. Thank you. Tiens, puisqu'on parle de Tintin, Steven Spielberg a annoncé pendant la promo de Ready Player One que la suite allait enfin se faire, avec cette fois Jackson aux commandes. Oui, sauf que normalement, les droits d'adaptation ont expiré en 2016, donc à moins de renégociations secrètes avec la fondation d'Hergé, tonton Steven nous raconte encore une fois des bobards. Faut-il voir dans ce long hiatus le contre-coup de la douloureuse expérience que fut la production du Hobbit? L'ami Peter va-t-il attendre 22 ans comme George Lucas pour remettre le couvert? Ou s'est-il trouvé un nouveau terrain de jeu? On sait que Weta Workshop a signé un partenariat avec la compagnie Magiclip qui promet de révolutionner le monde de la réalité augmentée. Et son autre société, Wingdon Film Productions, s'est récemment dotée de sa propre division AR. Intriguant, vous ne trouvez pas? Espérons juste que les projets qui en découleront seront un peu mieux préparés que la trilogie du Hobbit. I do believe the worst is behind us. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que vous soyez fan du Hobbit ou non, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sous cette vidéo. On essaiera d'y répondre autant que faire se peut. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook ou à notre compte Twitter. Et vous pouvez aussi jouer les mécènes en nous soutenant sur Tipeee. A bientôt!